Une fois, j'ai retrouvé ma valise un matin avec de l'urine. Il y a un côté, tu serres les dents. La vie, c'est ça. Ah, vous avez envie d'en finir? Ouais, vraiment. En fait, à un moment, moi, je trouvais pas ça intéressant, mais pas que. En fait, je voyais pas ce que je foutais là, quoi. Damien, votre visage ne va pas être inconnu pour tout le monde. Il va plus m'être connu pour pas mal de gens qui vont vous écouter dans quelques secondes. Quand ce bouquin est sorti, et que je vous ai vu, et que j'ai vu le titre, Harcelé, d'abord je ne savais pas. Pourquoi sortir ce bouquin maintenant à 39 ans ça répond à quoi? En fait, il y a 2 ans, il y a un jeune homme qui s'appelle Jonathan, qui est mort et qui avait été harcelé et il s'était immolé. Je connais. Voilà. Je l'ai tourné dans Les Yeux d'Olivier. Et j'avais un peu suivi son parcours à ce jeune homme. Et en fait, quand il est mort, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de proche. Ouais. Et en fait, j'ai mis un statut Facebook où j'ai la chance d'être quand même pas mal suivi sur les réseaux. Et en fait, j'ai mis un statut pour dire, voilà, je m'appelle Damien. Donc à l'époque, j'avais 37 ans. Et je m'appelle Damien Jugereau, j'ai 37 ans. Je suis comédien, vous pensez que voilà, ma vie c'est ça, mais en fait j'ai été harcelé. Ce statut a voyagé et j'ai reçu un message d'une journaliste que je connais, Céline Kallmann, qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais faire un podcast pour en parler ?» J'en parlais pas trop de ça parce que malheureusement en fait c'est souvent la victime qui a honte hein, et pas le bourreau, mais voilà, je suis allé parler de ça et après il y a une maison d'édition, donc City Livre, qui m'a contacté en me demandant si je voulais raconter mon histoire. Au début, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Et puis en fait, j'ai cherché un peu parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un petit peu occulté. Je voulais pas vraiment je voulais m'en débarrasser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment en parler et que si on a la chance d'avoir un tout petit peu d'audience et de pouvoir au moins en parler, ça peut faire du bien à plein de gens en fait qui se reconnaissent en nous. Donc je me suis dit que voilà, j'allais faire ce livre et voilà, je voulais pas l'écrire moi parce que c'est pas mon métier. Je voulais raconter, revenir un petit peu certaines phrases et j'ai rencontré Anthony Quindroy qui est journaliste et avec qui on a sympathisé. Voilà, on a décidé de travailler à deux sur cet ouvrage, quoi. On veut pas en parler. Même quand on est acteur comme vous, reconnu, connu, qu'on a la sympathie du public, on ne veut pas en parler parce qu'on trimballe toujours ça comme une honte ou comme une douleur. Ouais, je le vois plus comme une honte. En fait, avec le temps, la douleur... s'estompe. Elle s'estompe, mais quand on y repense assez souvent, quoi. Et moi, il y a des choses que j'ai jamais oubliées. C'est juste que c'était un petit peu caché. Et puis voilà. Mais oui, il y a une espèce de honte parce que c'est une faiblesse quelque part. Et moi, je trouvais ça, voilà, j'en parlais pas, quoi. Enfin, c'était en moi. J'étais un peu comme ce que j'appelle moi le syndrome du chien battu, quoi. C'est-à-dire que j'étais toujours prêt à mordre ou à en parler avec mes enfants, par exemple. Mais je m'aventurais pas là-dedans, quoi. Je le gardais pour moi comme un secret. Ceux qui me connaissent bien le savaient, mais c'est pas ce que je mettais en avant, quoi. Ça a commencé à quelle époque, vous? C'est entrée de 6e. Entrée de 6e, j'arrive dans un grand collège où mes frères et sœurs sont allés, d'ailleurs. Et moi, je suis petit, j'ai un peu de poids, je fais minot, je fais vraiment plus jeune que mon âge. Et déjà, en fait, quand on est en CM2, il y a une première rencontre où on va au collège une journée pour un peu découvrir. Dès ce truc, j'en parle dans le livre, je me bats contre 2 élèves qui viennent un peu me chercher, des 5e, qui viennent un peu bisuter, quoi, le truc. D'accord. Et moi, je me suis toujours défendu. J'ai toujours eu ce truc-là. Moi, je suis une victime, mais une victime qui a toujours pas tapé le premier, tapé le second, ouais. mais je me suis toujours défendu. D'accord. Je voulais pas rester comme ça. Et donc, je comprends que ça va être compliqué. Et arrive la rentrée.
Et moi, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt que les gens. J'aime écrire, j'aime beaucoup dessiner, j'aime chanter, j'aime jouer. J'ai déjà ce truc-là en moi, quoi. J'aime vraiment bien. Et du coup, pour les gens, je suis un peu bizarre, quoi. J'ai pas les mêmes. J'aime pas jouer au foot. Je traîne qu'avec les filles de mon âge, mais en tout cas, voilà, qui sont des filles. Donc tout de suite, les garçons se disent, ok, donc on a compris. Et voilà, quoi, ça crée de la jalousie. Au début, 6e, ça va, c'est des petites blagues, des petites vannes. Je le vis pas trop mal, mais quand même, au bout d'un moment, c'est un peu pesant, quoi. Il y a des petites bagarres, des petites bastons. Je me laisse jamais faire. Même, mon père me disait toujours, ne mets jamais le premier coup, mais n'hésite pas à mettre le second, quoi. Donc j'essaye de me défendre comme je peux, quoi. Ouais. Mes notes sont très mauvaises, les profs m'écoutent pas beaucoup. Je suis en fond de classe. Et en fait, en fin d'année, on me dit on va pas te garder dans ce collège, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que vos notes sont mauvaises. Mes notes sont mauvaises, et puis à l'époque, c'est pas. Enfin, c'est triste de dire à l'époque, mais maintenant, on peut faire une 6e, 5e, 4e, 3e, même avec des notes, des petites notes, c'est pas très grave. Le système vous fait passer automatiquement. Voilà. À l'époque, non. Et on me propose d'aller en SECPA. Donc la SECPA, c'est des classes où vraiment, en 6e, tu fais des cours de CE2. C'est des gens c'est pour des personnes qui ont des soucis. Et en fait, moi, j'ai un beau-frère, donc le mari de ma sœur, qui me connaît, qui a l'habitude de parler avec moi, il sait que j'adore la musique, mais moi j'écoute pas les trucs de l'époque, j'écoute Piaf, j'adore Aznavour, j'adore l'écriture, j'adore les mots. Et vous dénotez avec la totalement en fait. Moi j'ai eu l'impression jusqu'à mes 15 ans de ne pas parler la même langue que les gens qui étaient autour de moi. Et c'est un peu compliqué parce que mes parents, mon père me dit si tu vas aller en SECPA, en plus ils sont en train de faire un karting. Je dis mais moi je m'en fous, j'aime pas les voitures, donc ça m'intéresse pas. La mécanique, je sais pas utiliser mes mains à part dessiner. Donc et mon beau-frère leur explique, leur dit écoute, on devrait peut-être aller voir dans un autre collège, même si c'est un collège privé. Ok, on peut demander des subventions, il y a des choses, mais je trouve ça dommage. Donc je me retrouve dans un autre collège. Au Russet, donc un petit village à côté de chez moi, c'est un collège privé catholique. Ouais. Et en fait, il y a des gars dans ma classe qui sont vachement plus costauds que moi. Moi, mes parents n'ont pas d'argent. On est dans un collège privé, je dis pas que, mais quand même un petit peu plus, quoi. Oui, oui. Et puis, dans les collèges privés, généralement, on retrouve les gamins des plus privilégiés de notre société. C'est ça. Et donc, c'est pas du tout la même... voilà. Et là, on commence à m'embêter pour ma coupe de cheveux, pour mes chaussures qui n'ont pas de marque, pour mes vêtements qui sont un peu les vêtements de mes frères et sœurs aussi. Et donc, du coup, là, je commence un peu à fatiguer, quoi. Je commence à m'énerver. Ouais. Je commence à me dire, là, il va falloir y aller, quoi. Enfin, soit je me défends, donc je commence un peu à aller voir aussi le proviseur. Je commence à aller voir un peu les profs. Les profs m'expliquent que c'est peut-être moi le problème aussi. Donc, parce que ils me disent, s'il y a plusieurs élèves en fait, qui s'en prennent à toi, c'est que peut-être toi, tu as un problème. Tu as un problème, sauf que il faut savoir que le harcèlement, c'est un effet de masse. Si quelqu'un te harcèle, en général, il y a un petit groupe derrière. Parce que déjà, ils n'ont pas envie de se faire harceler non plus. Et dans ces groupes-là, on ne retrouve pas que des forts, il y a des faibles aussi qui se mettent avec eux. Parce qui exécutent les basses besognes des forts. Totalement, comme le principe des gangs, comme le principe... Enfin, c'est un système, j'allais dire carcéral, entre guillemets, parce que comme dans les prisons, où il faut être avec une personne qui peut t'aider, il faut rentrer dans un groupe, c'est le même principe. Et je passe une année, en fait, à me battre, à me défendre, à me faire aussi défoncer. Et mes notes sont toujours pas bonnes. Je fais une deuxième année là-bas, un poil plus tranquille, parce que je change d'univers. En 5e ? En 5e. Passé ? Ouais. D'accord. Il faut que je trouve un travail. Enfin, il faut que je trouve une formation, parce qu'on se rend bien compte que l'école, ça va pas être possible pour moi. Et mon père me dit, écoute, comme tu es assez gourmand, comme tu cuisines beaucoup, comme tu vas être boulanger. Je dis, moi, je veux être dessinateur. Il dit, non, boulanger, c'est bien. Donc, je fais 3 ans de boulangerie, avec un maître de stage, pareil, qui est... les métiers de bouche, c'est compliqué.
Hein, on appelle ça une brigade, c'est pas pour rien. C'est des métiers durs. À côté de ça, je fais du théâtre amateur, c'est le seul truc qui me sort. Je découvre le théâtre amateur par hasard. C'est le seul truc qui me sort un petit peu de ma condition. Mais là, ça continue, le harcèlement? Le harcèlement continue autant les 2 semaines, parce que à la maison familiale, j'ai 2 semaines de cours, 2 semaines de stage. Oui. Mais ça continue autant en cours qu'en stage. Parce que j'ai un maître de stage totalement alcoolique qui passe son temps à dire qu'on est nul, qui nous apprend quasi rien. C'est un des petits gars là-bas qui nous apprend les croissants, la pâte. Et moi, je me retrouve dehors des fois avec 2 mètres de neige à couper du bois pour le four, parce que moi j'ai 15 ans, la base besogne, on me la file à moi, voilà. Et je fais ça, je termine tous les jours à 13h. Le reste de l'après-midi, je suis chez moi, mais je suis épuisé au bout d'un moment. Mais je suis quand même content parce que je suis pas à l'internat. Et moi, ça m'évite qu'on urine dans mes valises, dans mes vêtements, ou qu'on me tape la nuit, ou qu'on me fasse des trucs comme ça, quoi. Comme d'autres, Comme on me l'a fait. Hein. Une fois, j'ai retrouvé ma valise un matin avec de l'urine. Et donc, du coup, je suis quand même content parce que, bon, ok, on va m'embêter des fois en stage, mais ça dure 4 heures, 5 heures. Ouais. Puis après, je suis chez moi. Ouais. Je suis dorloté par maman, et c'est très bien comme ça. Mais je suis triste, quoi. Je suis un adolescent triste. Vous en parlez à vos parents? J'en parle, mais il y a un... Je vous dis, j'ai pas l'impression de parler la même langue, quoi. Il y a un côté, tu serres les dents. La vie, c'est ça. Puis ma mère a toujours eu cette phrase un peu fataliste, c'est la vie. Et moi, j'étais déjà à cet âge-là pas vraiment d'accord avec ça. Vous êtes harcelé en permanence, donc ouais. Partout, vous êtes tout le temps, tout le temps. Mais je crois que c'est un... Je crois qu'après, c'est une étiquette qu'on porte. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette cicatrice, cette blessure... C'est comme des tatouages, c'est sur la peau, on les voit. Je pense que ça attire le prédateur. Ça se sent. Enfin, c'est comme quand celui qui a le goût du sang, hein, qui aime le goût du sang, le ressent. Dans la rue, c'est comme dans la rue, j'allais dire, dans Paris, quand les agresseurs, ils ressentent bien qui a peur. Et je pense qu'il y a ça. Je pense que moi-même, déjà, je me pose comme une victime. Il y a un côté, vas-y mon gars, de toute façon, je suis bon qu'à ça. Donc vas-y, je suis ton punching ball. Et je crois que c'est vraiment ce truc-là dans le harcèlement, hein, puisque une femme battue, c'est du harcèlement, un enfant battu, c'est pareil, c'est un truc qui est constant. Il y a une peur. Le matin, quand tu prends le bus pour aller à l'école, c'est horrible parce que tu vas retrouver tes bourreaux, en fait. C'est horrible. Au travail, en usine, sur les tournages. Enfin, je veux dire, le harcèlement, c'est pas juste pour les enfants et c'est pas juste pour l'école. Le harcèlement, c'est quelque chose de quotidien. Partout. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être vraiment un moins que rien, quoi. Ma vie m'emmerde, j'ai vraiment envie d'en finir. Ah, vous avez envie d'en finir? Ouais, vraiment. En fait, à un moment, moi, je trouvais pas ça intéressant, mais pas que... En fait, je voyais pas ce que je foutais là, quoi. Je me disais, voilà, elle est pas intéressante, cette vie, ça m'intéresse pas. Terrible. Je vis chez ma sœur, quoi. Et j'ai mon beau-frère, qui m'éduque un peu à la dure, hein. Je prends des coups, je prends des vrais roustes. Mais il est là, puis il me dit, mais putain, on vient d'apprendre, en fait, qu'il y a Gérard Jugnot qui vient faire des repérages pour Monsieur Batignolles. Et je vis, en fait, quasi dans une forêt. Il y a la maison de ma sœur, et il y a un hôtel qui s'appelle La Maraude, qui est un magnifique hôtel. Ouais. Et en fait, Gérard, il est plutôt... C'est quelqu'un qui aime bien qu'on l'embête pas, donc il est dans cet hôtel parce que c'est vraiment perdu. Hein. C'est même pas un hameau quand il y a 2 maisons. Il est réputé pour pas être facile. Hein. Ouais. Il est drôle à l'écran. Il est drôle à l'écran. Bon, après, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique dans la vie. Mais faut pas le chercher. Faut pas le chamailler. Ouais. Il est plutôt chafouin. Hein. Ouais. Oui. Et il est dans cet hôtel. Et un jour, mon beau-frère me pousse dehors. On doit être un jeudi, il est 17h, on est au mois d'avril, il y a de la neige. Et je sors et je vais le voir. Et je me dis, mais jamais je vais lui demander quelque chose. Et en fait, je lui demande un autographe. Je me dégonfle totalement. Je dis, ah, monsieur Jugnot, je pourrais avoir un autographe? J'ai 15 ans à cette époque-là. Donc, oui. Il y a une devise dans ce métier. Des fois, tu peux être chafouin et mal... Enfin, non, déjà pas mal parler aux gens parce qu'il ne faut pas le faire, mais les enfants, c'est les enfants. Il ne faut jamais... Et très gentiment, il me signe un autographe. Puis je repars et tout. Puis mon beau-frère me dit, c'est bon, tu vas demander? Je fais, oui, mais il n'y a rien. Il se rend bien compte que je lui mens. Et en fait, il me pourrit la vie. Et en fait,
on apprend par la directrice de l'hôtel qu'en fait, il repart demain et il reviendra pas avant le début du tournage. Et là, mon beau-frère me dit, tu vois, là, voilà. Bah, vas-y, bah, continue dans ta vie de merde. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Vas-y, ouais. Va faire ton imprimerie, là. Fais-toi emmerder, fais ta boulangerie. Allez, fais-toi emmerder. C'est pas grave. Je vous interromps, mais il avait quand même une certaine ambition pour vous, hein, ce beau-frère. Mais oui, mais parce que je pense qu'il avait compris un truc chez moi, c'est que... Fallait qu'il se passe quelque chose. Fallait qu'il se passe quelque chose, et puis j'étais vraiment différent. Ouais. J'ai jamais vraiment été... j'avais vécu plein de trucs, j'avais pris plein de coups physiques et plein de coups dans la tronche, donc... Fallait qu'il se passe quelque chose. J'étais différent. Ouais. Et je sors, en fait, toute la nuit, je veille. Je veille vraiment à la fenêtre, et à 5 h du mat', je vois un gros Range Rover qui sort. Et je sors et je me fous devant la voiture comme ça. Mais j'ai 15 ans. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai déjà signé un autographe hier. Et je fais, en fait, vous auriez pas un rôle pour moi, monsieur Junio? Il me fait, bah là, je vais réaliser un film, effectivement, mais moi, je cherche quelqu'un de 12 ans. Et je fais, bah oui, mais moi, je suis quand même vachement plus jeune que mon âge. Il fait, oui, mais c'est mon fils qui va jouer dans le film, et il a les yeux bleus. Il va jouer ton frère. Toi, t'as les yeux marrons. Je fais, mais je vais mettre des lentilles. Il fait, oui, mais t'as les cheveux décolorés blonds, t'as des nœuds dans les cheveux et tout. Je fais, bah, je vais les raser. Il fait, d'accord. Il fait, ah, mais l'appareil dentaire, je fais, ah, bah, je vais l'enlever. Il fait, oui, mais t'as un accent. J'avais un accent très prononcé franc-comtois, alors je parlais comme ça. Je roulais les R. Et je lui dis, bah non, mais moi, je peux l'enlever. Je peux le gommer un peu, il n'y a pas de souci. Il me dit, mais t'as déjà fait du théâtre? Il fait, oui, j'ai été premier prix de conservatoire à Besançon. Ça, c'est totalement faux. Et en fait, il me dit, tu me fais chier, en fait. Bon, bah, on va aller dans le hall de l'hôtel et puis je vais te faire passer un essai, alors. Incroyable. Et je me dis, mais... À 5 h du mat'? À 5 h du matin. Je me dis, putain. Il dit à son premier assistant, Hervé, viens, on devait partir, mais on est dans la neige, hein. Vraiment, on est en Franche-Comté, hein. Il fait -20, même en avril, hein. On va dans l'hôtel. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais debout à 5 h? Je fais, bah, là, je pars en boulangerie, j'ai pas vraiment envie, mais bon. Voilà, quoi. Puis on parle un petit peu. Il me passe le scénario, il m'explique un petit peu. On fait quelques scènes, puis je sens que ça le fait marrer, quoi. Enfin, je vois des regards entre lui et il me dit une phrase, même si j'avais pas eu le rôle, ça aurait changé totalement ma vie. Parce qu'il m'a dit, écoute, je sais pas si tu vas avoir le rôle, parce que je partais rencontrer d'autres enfants pour ce rôle Oui. à Paris, donc je peux rien te promettre pour le moment. Mais en tout cas, je peux te dire que j'ai fait une belle rencontre. Et moi, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit pas que je suis un déchet. On me dit que je suis une belle rencontre. Et là, ça change tout. Parce que c'est Gérard Jugnot qui dit que je suis une belle rencontre. Et puis Gérard Jugnot... Ouais. Ah, mais il me sauve la vie. Hein. Il vous sauve la vie. Ah, mais moi, je le dis... ça l'énerve quand mais maintenant qu'il a d'ailleurs plus découvert le livre, je pense qu'il connaissait pas ma vie comme ça, et il s'en rend compte maintenant. Et moi, je le dis toujours qu'il m'a sauvé la vie. Parce que du coup, donc après, il part. Moi, je rentre. Je suis très en retard à la boulangerie. J'arrive à la boulangerie, ils me font, pourquoi t'es en retard? Je fais, bah, je viens de passer un casting pour Gérard Jugnot. Ils se foutent tous de moi, et bien sûr, forcément, c'est Camoulox, le truc. Je me retrouve, ils me croient pas. Et je me prends une grosse raille de mon patron, mais dans ma tête, je m'en fous, parce que je suis une belle personne. Ouais. Et je garde ça en tête, je me dis, je m'en fous, je suis une belle personne. Et je garde ça, et je repars à l'école. Et on m'emmerde. Mais bizarrement, les balles, elles passent, et elles me touchent pas. Je suis une belle personne. Bien sûr. Merci Damien. Bah, merci à vous. Je suis ravi d'avoir cet échange avec vous. Je vous avais vu bien évidemment, mais je ne vous connaissais pas. Je ne connaissais pas bien évidemment l'histoire de ce bouquin, Harcelé. Bien évidemment, je le conseille à toutes celles et ceux qui ont écouté Damien, parce qu'il y a plein d'autres choses dedans. Et puis, au-delà de l'histoire du harcelé, il y a cette histoire de moteur, de revanche, et c'est une vraie histoire de vie. Et puis, encore une fois, d'espoir, parce que il faut toujours y croire. Ouais. Hein? Ouais. Merci Damien. Ben, merci à vous.